C'était il y a 25 ans, en juin 1988, que paraît dans le journal Nature, une revue scientifique de référence, l'article de Jacques Benveniste sur les dégranulations des basophiles humains sous un milieu en haute dilution. Jacques Benveniste, à cette époque, est directeur de recherche à l'INSERM. Il a publié plus de 300 articles scientifiques, dont une petite dizaine dans la revue Nature. L'apparition de cet article, toutefois, va signer la fin de sa carrière académique. Ces résultats vont déclencher une polémique, popularisée sous le nom de la mémoire de l'eau, qui va se poursuivre jusqu'à sa disparition en 2004 et encore aujourd'hui. C'est à la mémoire de l'homme, de la personne, que cette émission spéciale est consacrée. Comment Jacques Benveniste a-t-il traversé cette polémique? Que cherchait-il? A-t-il douté? A-t-il souffert? Avec nous, pour évoquer sa mémoire, Jérôme Benveniste, l'un de ses enfants, président de l'association Jacques Benveniste pour la recherche, également océanographe et directeur de projet scientifique à l'Agence spatiale européenne. Pascaline de France, thérapeute, qu'il a côtoyé jusqu'à sa disparition et qui a aussi participé à plusieurs de ses recherches. Marc Henry, enseignant-chercheur en chimie et directeur de recherche à l'Université de Strasbourg, et Rodolphe Forger, l'homme orchestre de l'image et du son, à l'initiative de Océan Sea Live, une chaîne thématique sur YouTube consacrée à l'eau. Jérôme Benveniste, comment cela s'est passé en juin 1988, lorsque l'article est publié? Est-ce que Jacques Benveniste, votre père, avait pressenti la tempête qui allait se déclencher suite à cette parution? Effectivement, c'est un sujet qui était un peu en dehors des sentiers battus et auquel il ne croyait pas du tout au départ. On lui a proposé de faire ses recherches tout à fait classiques sur l'allergie, les mécanismes de base de l'allergie, comme la dégranulation des basophiles. Et on lui a proposé de prendre une étudiante, de faire une recherche en diluant tous les produits. Il a répondu texto, on va tester que de l'eau. Et mon père, donc, c'est un médecin, néphrologue, immunologue. Il a fait de la recherche sur le cancer à l'Institut Gustave Roussy pour un peu changer d'horizon. Et puis il s'est lancé dans l'allergie, qui n'était pas une science très intéressante pour tout le monde. Et il est parti aux États-Unis pour faire ça. Et il a découvert donc un facteur qui était fondamental dans les processus de l'allergie. Donc là, on est dans les années, fin des années 60, début des années 70. Voilà, donc ça c'est sa carrière. Donc c'est un médecin et c'était mon médecin en plus. Donc moi je sais comment il me soignait. Hein. Quand j'avais mal à la gorge, c'était auraciline, c'est-à-dire de la pénicilline, c'est clair. Il n'était pas du tout au courant de comment on pouvait soigner, par exemple, en diluant, en dilution. Donc je fais allusion bien sûr à l'homéopathie. Donc c'est pas un médecin qui a été formé à l'homéopathie. Et alors, bien sûr, il n'y croyait pas, mais il était très content d'avoir une étudiante, un financement, le financement de matériel de laboratoire, et ça faisait marcher son laboratoire, où il y avait quand même déjà une quarantaine de personnes. Oui, parce que si on remet en perspective, cet article publié en juin 88, c'est le résultat d'une recherche qui a duré pendant 4-5 ans, c'est-à-dire entre les années 84-88, voire peut-être 1983. Un petit peu avant, en fait, voilà. Parce que moi, je me souviens quand il rentrait tard le soir, et qu'on dînait avec lui, on parlait. Déjà, j'étais intéressé par la recherche, puisque je me voyais faire une formation par la recherche, mais dans un domaine différent, bien sûr, l'océanographie. Et je me souviens de conversations où il me disait je suis en train de faire une expérience, on me propose une expérience. Donc j'étais au tout début. Et il n'y croyait pas, mais il avait cette ouverture, cette curiosité. S'il y a des gens qui pensent qu'on devrait regarder ça, pourquoi pas? Moi, je regarde tellement de choses dans mon labo, il y a tellement d'expériences en cours, je peux en rajouter une, c'est pas un problème. Oui, vous disiez, vous en parliez à table, en famille, chez vous, le soir, et en fait, quand il y a eu ses premières observations positives, entre guillemets, il n'y croyait pas, il est allé vérifier par lui-même, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Parce que mon père était quelqu'un très très proche de l'expérimentation, de l'observation. Il ne pouvait pas rester dans son bureau à gérer des papiers, à rédiger des articles et à faire du management de la recherche. Il fallait qu'il manip. Il fallait qu'il manip, il fallait qu'il touche, il fallait qu'il démonte, qu'il remonte, il fallait qu'il modifie, qu'il ajuste, etc. Et il suivait tout le monde. Il était toujours avec sa blouse blanche à être sur les paillasses, à rendre visite à tout le monde, tous les gens qui faisaient des expériences. Et quand on lui a dit
On voit des basophiles dégranulés, on peut les compter, etc. Il n'y croyait pas. Et alors, si je me souviens bien, je ne voudrais pas me tromper trop, mais c'était autour du mois d'avril, et donc il a pris ça pour un poisson d'avril, que son labo, il y avait une ambiance très, très agréable dans le laboratoire, tout le monde, l'ambiance de labo, c'est-à-dire, c'est pas, comment dire, c'est pas les turbins, quoi. Il y avait un côté équipe, quoi. Un côté équipe, un côté bonne ambiance. Convivial. On faisait toujours les fêtes de Noël, etc. Donc il y avait une bonne ambiance, et une ambiance parfois un petit peu potache. Donc il pensait que c'était un poisson d'avril, que l'eau ne pouvait pas transporter une information parce que c'était de l'eau. Là, on est dans les avril 85, 84, par là. Ça, je crois que c'est avril 84. Ouais, d'accord. Premières observations à ce moment-là, donc. Voilà. Et donc, poisson d'avril pour le mois d'avril. Et là, à ce moment-là, il est allé vérifier lui-même. Il est allé refaire l'expérience avec les membres du labo. Il a regardé et fait lui-même. Donc, il a compté lui-même, il a regardé dans le microscope et il a dit, mais c'est pas possible. Comment ça peut se passer? C'est pas, on n'a pas appris ça à l'école, quoi. Donc, Du coup, la rédaction d'un article scientifique s'ébauche, s'entame. Et en fait, ça a mis très longtemps pour être publié chez Nature. C'est-à-dire, quand ça a publié en 88, en fait, ça faisait plusieurs années que c'était un peu sous le coude des éditeurs de Nature. Oui, je me souviens de courrier qu'il m'a fait lire, où il expliquait à Sir John Maddox, ou qui était John Maddox à l'époque, il a été anobli par la suite, par la reine. Il envoyait des lettres en disant qu'il allait envoyer... les sous-marins nucléaires, la force de frappe et tout, pour convaincre l'équipe éditoriale de faire passer un article qui ne relatait que d'observations observées, c'est-à-dire il n'y avait rien à discuter, et ce papier a été reviewé par des reviewers qui n'ont pas trouvé de défaut. On a essayé de l'attaquer sur l'aspect statistique, où il n'y avait pas assez d'expérience, mais il a fait 10 fois plus, ou même, je dirais, 100 fois plus d'expérience pour essayer de comprendre et de contrôler ce mécanisme que d'autres expériences qu'il a fait en allergie classique, disons. Et donc, il y a eu beaucoup d'itérations. Et mon père, il était très bleu, blanc, rouge, disons. Il était très attaché à la France, et il voulait développer du savoir-faire qui soit français, des techniques, des brevets même qui soient français. Il avait beaucoup d'offres d'aller travailler aux États-Unis, ailleurs aussi, je me souviens bien, en Inde ou en Chine, mais il a toujours refusé d'abandonner. L'armée américaine l'avait convoqué pour lui faire expliquer en détail son expérience, et il avait refusé de quitter la France pour aller s'expatrier dans un pays où il aurait pu faire des recherches dans de meilleures conditions. Et donc, il voulait publier dans un article, dans un journal européen. Parce qu'en face, il y avait Science, donc l'autre grande revue prestigieuse, mais américaine. Et donc, il a menacé Nature de publier dans Science, mais il n'en avait pas très envie. Et ça s'est un peu précipité au printemps 88, où il y a eu des échanges un peu plus brutaux, disons. Et là, il a menacé Nature de publier dans Science pendant l'été. Et Nature voulait peut-être pas passer à côté d'une opération médiatique, parce qu'on allait parler de Nature autant que de la mémoire de l'eau. Disons des hautes dilutions. D'un signal, voilà. Encore quelque chose d'assez compliqué à utiliser médiatiquement, mais bon. Donc Nature a publié, et chose jamais vue dans l'histoire des sciences, à ma connaissance, a publié en disant on publie cet article, mais il est faux, on n'y croit pas, et on va aller vérifier dès le lendemain de la publication. Ah oui, donc en fait, il se tirait une balle dans le pied, ou il se préservait en tout cas explicitement dès la parution. On publie, mais tout est faux dedans, et on va aller vous démontrer que tout est faux. Bon, ils n'ont pas été... Je caricature un petit peu, hein, disons que le combat a été très difficile, et Nature n'a pas voulu lâcher l'opportunité de publier quelque chose sur ce sujet-là, bien qu'ils ne sont pas d'accord avec John Maddox, le rédacteur en chef, physicien. C'était le rédacteur en chef de l'époque. Le rédacteur en chef de Nature n'était pas convaincu de la véracité des observations. C'est-à-dire qu'il y avait un artefact, ou il y avait une manipulation malencontreuse dans l'expérience. Et comment votre père a vécu, ou en tout cas a reçu, cette espèce de déclaration, de verbatim, dans la revue,
où il y a cette position de réserve explicite, mais qui est quand même assez violente, puisque ça remet en cause 5 ans de manip qu'il avait fait justement dans ce souci d'exclure tout artefact ou tout facteur qui pouvait expliquer ce qu'il avait observé. Alors, donc, comment a-t-il reçu cette déclaration de Maddox, en fait? Oui. Ben, ils étaient un peu dans le combat de la publication, c'est-à-dire que la publication a été revue, retravaillée, etc. Et dans le feu de l'action, l'article a été publié. Et il s'en est suivi donc ce ping-pong qui a continué, cet échange de smash en fait entre Maddox et mon père, où Maddox A voulu débunker, comme on dit dans comme on dit dans le jargon, ouais. Et a organisé une expédition de vérification, qu'on peut appeler une expédition punitive, pratiquement, la manière dont ça s'est passé. Mais surtout, là les dés étaient un peu jetés, dans le sens où, vous savez, comme aux échecs, on tombe dans une fourchette, où soit on perd sa tour, soit on perd son cheval. Et parce que s'il n'avait pas accepté cette Inquisition. Oui, je voulais justement utiliser ce mot, je me demandais s'il était approprié, mais donc, merci Maxence Laillé de me le suggérer. C'était vraiment une inquisition, c'est-à-dire que s'il disait non, mais qui êtes-vous pour venir vérifier des expériences? Un journal n'a jamais fait ça. Oui, de déléguer une équipe où il y avait en plus un illusionniste à l'intérieur, James Randi, qui en faisait partie. Enfin. On y vient. Alors, mon père disait, je me réfère, moi je suis fonctionnaire de l'État français, je me réfère à ma hiérarchie. S'il y a besoin d'inspecter le labo ou d'inspecter une expérience pour apporter quelque chose, une pierre à l'édifice, pour aider, contribuer à trouver l'artefact qui pourrait expliquer cette transmission d'informations malgré les dilutions, au-delà du nombre d'Avogadro, donc plus de molécules, etc. À ce moment-là, il comptait sur l'INSERM, il comptait sur le ministère de la Recherche, il comptait sur le président de la République, il comptait sur des instances qui lui sont sa hiérarchie, et non pas, passez-moi l'expression encore, la perfide Albion, puisqu'on parle de l'Angleterre, de l'autre côté de la Manche, qui sont venus faire un peu d'ordre dans les labos français. Ça, c'était inacceptable pour lui. Et surtout, en tant que fonctionnaire de l'État français, il n'avait pas à répondre à ça. Mais s'il répondait, vous ne pouvez pas venir, ça voulait dire que ces expériences étaient mal faites, et donc il y avait trop à critiquer, donc il voulait pas les dévoiler, mais en fait, donc il a dévoilé, ils sont venus. Mais alors, à sa grande stupéfaction, c'est qu'ils n'ont pas envoyé un biologiste, quelqu'un qui avait l'habitude des pipettes, des tubes à essai, des paillasses et tout ça. Ils ont envoyé un magicien, qui en plus a fait le clown pendant toute la semaine, a piqué les soutiens-gorge des dames, etc., pour les faire rire et tout. C'était très déstabilisant dans le cadre d'un labo scientifique. Un chasseur de primes qui avait donc opéré pour démasquer des gens qui avaient fraudé, effectivement, et clairement, donc en manipulant les données, sans même probablement manipuler l'expérience elle-même, mais les données récoltées. Et Maddox qui est un physicien. Alors donc ça ne pouvait pas vraiment aboutir. Et puis là, il a aussi senti que le gouvernement, c'est-à-dire sa hiérarchie, le directeur de l'INSERM, ne l'a pas trop soutenu pour essayer, par exemple, de mettre une contre-équipe. Au lieu de venir à 3, ils auraient pu venir à 6 avec quelques biologistes français, etc. Oui, et puis il y a aussi ce niveau intermédiaire qu'on oublie. Bon, là, c'est un petit peu comment ça marche l'évaluation. Et c'est le fait que c'est aussi un désaveu de la part de Maddox par rapport à son équipe de relecteurs. Puisque les relecteurs validaient l'article en disant ça roule, c'est publiable. Oui, et ça c'est quelque chose qui une prérogative de l'éditeur en chef qui est trop loin. Je sais pas, c'est parce qu'en Angleterre peut-être qu'ils sont sous un régime monarchique, mais le directeur de Maddox, à mon avis, ou à l'avis de mon père qui m'a transmis, a été allé bien au-delà de ses prérogatives. Et les reviewers ne trouvaient plus rien à dire dans le papier. Et il fallait juste dire, on a observé ça, et si d'autres les observaient, s'ils pouvaient refaire l'expérience. Et c'est ça l'évaluation de la science. C'est pas de censurer au départ, parce que
les lois de la physique ou les lois de la biologie ou les lois de la biologie moléculaire ne le permettent pas. Oui, puisque donc cet article avait quand même fait l'objet donc de 2 ans d'évaluation en coulisses avec on a raffiné, reproduit pour répondre aux questions des reviewers, c'est-à-dire des relecteurs. Donc il n'était pas publié comme ça sur un claquement de doigts, mais il avait fait l'objet déjà entre guillemets d'une contre-enquête ou d'une enquête minutieuse et attentive avant parution. Donc c'est ça qui est un petit peu kafkaïen par rapport à la situation dans laquelle on s'est plongé à ce moment-là. Et alors là, moi je peux Bien sûr. dire, parce que mon père a réagi comme un scientifique qui a envie de dire aux gens, j'ai fait une expérience, j'ai observé, je publie. Hein. C'est comme la chanson des Beatles où la personne amoureuse, elle a envie de le dire à tout le monde. On a trouvé quelque chose, on le publie. Et pourquoi on le publie? Parce qu'on a envie d'avoir un soutien des autres pour aider à comprendre. Et bloquer la publication, c'est comme si on bloquait les progrès de la science. Alors, il était abasourdi de voir que, en tant que fonctionnaire de l'État, il était mandaté par l'État pour innover. Quand il innove, on le bloque dans cette mécanisme de publication dans Nature et on ne le soutient pas dans sa hiérarchie. Alors évidemment, le sujet était un peu nouveau, on peut dire révolutionnaire. Peut-être qu'il est arrivé 25 ans trop tôt, parce qu'aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard, mais aujourd'hui, on a clairement des observations, peut-être sur des molécules plus grosses que celles qu'il manipulait à l'époque, et donc des phénomènes plus stables. On a clairement plus de doute sur le fait qu'il y a quelque part un phénomène qui existe depuis des milliards d'années et qui n'a pas attendu l'espèce humaine pour fonctionner, et qui a peut-être permis à l'espèce humaine, à la vie sur Terre de se développer, de la communication entre les cellules, communication entre les molécules et les cellules. Marc-Henri, en tant que responsable de recherche au sein d'un labo universitaire, donc dans le milieu académique, comment à l'époque a été perçue la parution de l'article de Jacques Benveniste? Et qu'est-ce qu'on peut dire sur justement ce process d'évaluation scientifique ou cette espèce de révision justement de l'évaluation scientifique faite a posteriori? Donc ça, c'est pour quand même savoir qu'il y a Nature ou Science sont 2 revues qui ont une pratique éditoriale très particulière, c'est-à-dire qu'il y a un éditeur en chef. Quand vous envoyez un article à ces revues, c'est d'abord eux qui décident si ça est digne d'être relu ou pas. Et ensuite, normalement, une fois qu'ils ont accepté, qu'ils ont transmis l'article au relecteur, ils n'ont plus rien à dire. Et là, effectivement, on a été très surpris qu'un éditeur en chef se permette de critiquer finalement le comité de lecture qui avait été nommé, puisque c'est eux qui nomment le comité de lecture, et l'éditeur en chef, à ce moment-là, n'intervient que s'il y a des rapports contradictoires. C'est-à-dire s'il y a un référé qui dit oui, un qui dit non, c'est l'éditeur en chef qui tranche. Mais là, visiblement, tous les référés ont dit oui. Et l'éditeur en chef a pris une position qui était assez particulière, et là, on a eu un petit peu de mal à comprendre ça. Par contre, ce qui a beaucoup gêné dans cet article, c'était pas tellement Jacques, parce qu'il avait une très bonne réputation, c'était plutôt les co-auteurs qui avaient, c'est-à-dire qu'on faisait clairement référence à l'homéopathie, à la société Boiron, et ça, je pense que c'est là où il y avait un vrai problème. Ça a été au niveau parce qu'il n'y avait pas que Jacques Benveniste sur le papier, il y avait quand même une bonne dizaine de personnes. Et ça, là, l'homéopathie, c'est là où ça a commencé, à mon avis, à coincer, du côté de Maddox, évidemment, mais aussi du côté de la communauté scientifique. Oui, de mémoire, je crois qu'il y avait une quinzaine de co-auteurs de 9 labos différents. Voilà. Donc, il faut bien replacer ça dans ce contexte, c'est que les recherches, visiblement, bon, d'après ce que j'ai su, ont été financées par Boiron, en partie. Et ça, c'est un autre aspect de la recherche qui finance. Et aujourd'hui, à l'époque, c'était pas encore trop critique, mais aujourd'hui, ça devient extrêmement critique. On sait très bien dans le passé que certaines sociétés payent pour trouver des résultats.
Je ne pense pas que c'était le cas pour la société Boiron. Je pense que les recherches étaient tout à fait honnêtes. Mais il y avait toujours un petit peu ça derrière. Dans quelle mesure c'est pas une offensive des homéopathes et des gens qui veulent valider l'homéopathie de publier dans une très grande revue. Et c'est contre ça, je pense, que la communauté scientifique s'est battue. Contre cette validation de l'homéopathie. Oui, effectivement, l'histoire du biais de financement qui a été identifié dans l'industrie du tabac ou qui a été identifié dans l'industrie du médicament conventionnel, à cette époque-là, les études n'étaient pas aussi solides que celles dont on a pu disposer à la fin des années 90. Un commentaire, Jérôme? Oui, alors donc on a cité une société, une pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence Boiron. Il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, il était obligatoire pratiquement de travailler avec l'industrie dans la recherche. Il fallait préparer les chercheurs pour servir l'industrie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Ça s'appelait les bourses CIFRE, je crois, et tout le monde devait prendre des bourses de cofinancement avec l'industrie. Ça se faisait en physique, ça se faisait en recherche sur le pétrole, en géologie, en sciences de la Terre, etc., et aussi en biologie. Alors donc, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté une étudiante en thèse, cofinancée par une bourse CIFRE. Quoi de plus normal et de quoi de plus naturel? Et donc, tous les labos fonctionnaient comme ça. Et c'était le ministère de la Recherche qui imposait des cofinancements pour être sûr que la recherche n'était pas totalement inutile, mais allait peut-être aider à l'industrie à se développer. Donc, moi, ces attaques de dire ça a été financé par une industrie privée, je ne le comprends pas. Parce que ce n'est pas une étude pour dire le tabac c'est bon, le tabac c'est mauvais, les ondes électromagnétiques c'est bon, c'est mauvais. Ce n'est pas une étude pour qualifier un médicament. C'est une thèse qui dure 3 ans avec une étudiante qui va être formée par la recherche et qui va continuer sa carrière en tant que chercheur. Et donc voilà, c'est tout. Il a accepté une étudiante, comme il en avait plein d'autres. Plein d'autres et qui étaient aussi cofinancés par des bourses CIFRE. Donc moi, je vois pas comment l'argument de dire ça a été financé par telle ou telle boîte, donc les résultats sont tels ou tels. Surtout, ça me choque vraiment, parce que j'ai l'image de mon père comme une personne qui était fondamentalement honnête scientifiquement. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'allait jamais être persuadé. C'était pas quelqu'un qui croyait. C'est quelqu'un qui analysait les faits, les observations, etc. Et donc, que ce soit Boiron ou Shell ou je ne sais quoi qui finance la bourse CIFRE, ça ne l'intéressait même pas. Il y avait les résultats qui sortaient du microscope ou du laboratoire, des colonnes, etc. Et il n'y avait que ça, peu importe qui a payé le salaire de l'étudiante. Voilà, donc c'est toute cette polémique sur savoir qui finance la recherche, qui devrait être de la recherche fondamentale, la recherche publique, la recherche où on prend des étudiants qui ont partiellement une bourse du ministère de la Recherche, pour moi, ça tombe complètement à l'eau. C'est le cas de le dire. Alors, si on revient peut-être sur Jacques Benveniste, sur son ressenti, son vécu, comment a-t-il vécu ce climat de suspicion et ces années-là, entre 88, 89 et puis 94, 95, comment a-t-il traversé ces années-là? Pascaline, vous l'avez côtoyé durant cette période-là? Ah oui, honnêtement, il a été fusillé. C'était quelqu'un de terriblement loyal, honnête, et il a découvert, il a quand même pris conscience que beaucoup de ses amis le lâchaient. Ça l'a affecté terriblement, jusqu'au niveau de sa santé. Et il a eu du mal à comprendre, parce que comme disait très justement Jérôme, c'est quelqu'un qui était loyal, qui travaillait dans une optique d'équipe et même de famille. Il était généreux et chaleureux. Il avait un sens du partage. Donc, ça a été une catastrophe ce qui lui est arrivé sur le plan de l'affect. Il a été totalement déstabilisé et jeté en pâture, plus que discrédité. On l'a fait passer pour un charlatan. Parce que vous aviez fait connaissance avec lui avec la fin des années 80. Oui.
Et donc, ce qui fait que dans cette période-là, trouble, des années 90-95, vous étiez en relation avec lui, vous participiez même à certaines expériences. Et donc, vous avez pu le côtoyer au plus près durant cette période un peu où il y avait le déferlement médiatique contre lui. Et dans ces coups bas qui l'ont meurtri, donc, il y a peut-être des choses qui vous reviennent en mémoire, ou en tout cas aussi des visages qu'il a pu présenter à certains moments par rapport à des scènes dont vous avez pu être témoin. Oui, et souvent des visages bouleversants et désespérants. Désespérants, mais battants, toujours battants. Ça a motivé chez moi d'ailleurs un côté guerrier de l'aider, et c'est ce qu'on fait actuellement au sein de l'association, c'est de revaloriser ses travaux et sa sincérité et la qualité de ce qu'il nous a légué. Lorsqu'on préparait cette émission, il y a une expression que vous avez employée qui était l'injustice médiatique. Et donc, quelle réponse ça suscitait en fait chez Jacques Benveniste, cette dominante, ou en tout cas ce lynchage médiatique dont il faisait l'objet dans la majorité de la presse? Eh bien déjà, il était méfiant. Il se méfiait de son entourage, avec un sentiment de solitude, parce que beaucoup de gens l'avaient lâché. Donc, il était méfiant de son relationnel. Ça ne l'a pas découragé, mais il s'est enfermé. Il s'est muré, ou en tout cas, il a mis des barrières, des distances. Il a mis des barrières, il ne s'est pas muré, il est toujours resté en contact. D'abord, il avait une devise que j'adorais, c'était « Do it man ». Il disait que... Fais le mec. Fais le mec. Ce qui faisait l'homme, c'était d'agir. Donc, de toute façon, il n'a pas pleuré sur lui. Je n'ai jamais vu pleurer sur lui. Je l'ai vu affecté, je l'ai vu révolté, je l'ai vu en colère, fatigué. Mais ça ne l'a pas démembré. C'est quelqu'un qui a toujours continué ses actions, parce qu'il avait la foi dans ce qu'il faisait et qu'il était sincère. Et donc, il avait cette force en lui, parce qu'il était sincère et dans sa conscience, il avait raison. Il n'y avait pas de raison d'arrêter et de se laisser abattre. Alors, il y a ce qui se passe sur la scène médiatique. Un front anti-benveniste, en tout cas, qui vient dire que c'est de la mascarade, que c'est pas possible, donc que c'est un mauvais scientifique. Enfin, il y a plusieurs formulations possibles. Et puis, il y a ce qui se passe aussi en coulisses avec, petit à petit, le soutien institutionnel qui recule, y compris en France, y compris auprès de ses supérieurs, de ses instances, et notamment au sein de l'INSERM. Et on a cette anecdote, quand on connaît un petit peu, ou quand on s'est intéressé aux questions de la mémoire de l'eau et les grandes étapes. Il y a l'anecdote de l'Algeco sur le parking de l'INSERM. Donc, il s'est retrouvé privé de son équipe, on lui coupe ses financements, donc il n'est plus en mesure de pouvoir financer son équipe de recherche. Puis progressivement, il est même il est foutu dehors des salles qu'il pouvait occuper. Donc, en interne, entre guillemets, en famille, comment vous avez pu voir l'évolution de tout ça? Comment ça s'est passé de votre côté? Alors, le laboratoire, c'était le deuxième étage d'un bâtiment près de l'hôpital Béclair. Donc, il y avait, je ne sais plus, 500 mètres carrés de laboratoire, des paillasses. Il y avait une cinquantaine, au maximum, il y avait une cinquantaine de personnes qui travaillaient. 30-35 en moyenne, plus des étudiants, des stagiaires, etc., des visiting scientists aussi qui venaient de l'étranger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à se rendre compte que l'allergie, le pas facétaire, la dégranulation des balles c'était très bien. C'était son papier de 74, là, qu'il avait... la molécule qu'il avait découvert... C'était un mécanisme clé. Quand il travaillait à La Jolla, à San Diego, quand il faisait son postdoc, en fait, là-bas. Aux États-Unis. Et il est ressorti de là avec un papier le papier de 74 aurait dû lui donner le prix Nobel déjà, puisque d'autres ont eu le prix Nobel sur des dérivés de cette molécule. En 82, je crois qu'il y a un prix Nobel partagé par 3 personnes qui travaillent sur un dérivé de cette molécule lipidique, qui a à voir avec... disons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire qu'il avait beaucoup de monde dans son labo, il était directeur de recherche, il était très aimé, et il les traitait tous comme membres de sa famille, à tel point que quand il y en avait un qui
qui partait, c'était une sorte de déchirement comme un enfant quitte la maison, etc. Et il était très attaché à la loyauté des gens qui étaient passés dans son labo, et 5 ans après, il voulait des nouvelles, il voulait, etc. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a commencé à se concentrer sur la mémoire de l'eau, disons, les hautes dilutions, parce qu'il pensait que c'était très très important, c'était la découverte la plus importante des années, des siècles précédents, disons. Pour lui, c'était bien au-delà de trouver les mécanismes de l'allergie. On était vraiment sur une découverte fondamentale comme la gravitation, des choses comme ça, quoi. Exactement. Et parce que c'était pas le coup de la pomme, c'était le coup du basophile, quoi. Exactement. Et donc, Luc Montagnier ou d'autres l'ont comparé à Galilée. Luc Montagnier a parlé de Galilée on y reviendra après. À la radio. Il faut comprendre que trouver comment mettre le doigt dessus, en tout cas. Les molécules parlent aux cellules, parce qu'il a toujours posé la question quand il était étudiant. Je me souviens d'une présentation qu'il a faite en 2002 à Rome, où j'habite. Donc, j'étais allé à sa conférence, à une réunion qui s'appelle Cohérence, en l'honneur de Giuliano Preparata, qui avait lancé le champ de la cohérence, c'est-à-dire quantum electrodynamics et tout ça. De la cohérence quantique, voilà, qui est apporter une explication à ces mécanismes où l'eau se comporte d'une manière différente de ce que l'on peut admettre, ce qu'on connaissait. Et alors, il avait ce transparent qui dit, voilà, la molécule, elle arrive, elle s'agite un peu devant la cellule, on se demande comment elle a trouvé la cellule, parce qu'il y en a beaucoup, et voilà, et quand il y a contact, eh ben, il y a comme clé dans la serrure, etc. Et là, la cellule change son comportement, et le patient guérit, ou s'aggrave si c'était pas la bonne molécule. Et donc, il dit, mais c'est quoi le contact? En tant qu'étudiant en médecine, je crois qu'il a dit, j'étais étudiant, et j'ai dit, monsieur, mais c'est quoi le contact entre la molécule et là, il trouve une explication où il n'y aurait pas contact, mais il y aurait proximité et transfert par résonance, fréquence, comme des ondes radio, par exemple, comme aujourd'hui, ça ne surprend plus personne par rapport aux années 70. Ça ne surprend plus personne d'ouvrir sa voiture à quelques mètres de sa voiture sans avoir besoin de la toucher avec un petit bout de métal qui rentre dans une serrure qui est codée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a senti qu'il apportait une réponse qui était posée depuis très longtemps. C'est comment les molécules rentrent en contact avec les cellules. Et là, il a commencé à rediriger toute la force de son labo sur ça. En tout cas, son propre temps était à 100%. Et des gens de son labo ont dit, ah, mais il ne s'occupe plus de nous, nous on fait des recherches classiques, etc. Et puis, ce qui s'est passé, et là, c'est là où je veux en venir, en fait, et désolé d'avoir été un peu long, c'est que les étudiants trouvaient que c'était peut-être dangereux pour leur carrière de faire un stage ou de faire leur PhD, leur thèse, dans le labo de Jacques Benveniste. Ça commençait à sentir le souffle, quoi. D'année en année, les étudiants ne sont pas venus, le monde est parti. Il y a eu aussi des gens qui ont dit, oh, ben, c'est l'occasion pour moi de faire autre chose, je vais être muté dans un autre labo de l'INSERM. Et il s'est retrouvé avec moins de personnes. Et là, l'INSERM a dit, tiens, c'est le moment, je ne sais plus, tous les 5 ans, d'évaluer le labo. Et en fait, ils ont fermé le labo parce qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de chercheurs. Pas sur la quantité de publications, pas sur le travail fourni, mais sur pas assez de chercheurs. Et donc voilà pourquoi ils ont fermé le labo d'une manière tout à fait, disons... administrative. Oui, administrative, voilà, sans se rendre compte qu'ils étaient quand même au centre d'un labo qui travaillait sur une découverte assez fondamentale. Et justement, il y a quelque chose... donc, des déménagements dans l'Algeco dont vous parliez, même pas 100 mètres carrés, et beaucoup moins de personnes qui l'ont suivi, mais des gens très fidèles qui l'ont suivi jusqu'au bout et qui d'ailleurs, qui travaillent encore sur le sujet aujourd'hui. Alors justement, par rapport à aux anecdotes que vous évoquiez, il y a ce glissement, ou en tout cas cette ouverture dans la compréhension d'un phénomène qui permet d'envisager les choses autrement. On va passer, entre guillemets, on va dire, dans nos expressions, de la mémoire de l'eau à la biologie numérique. Puisque en fait, les choses deviennent plus larges. Il y a une comparaison que votre père citait souvent, c'est celle de Pavarotti. Alors, comme ça va permettre de faire le lien avec l'Italie à nouveau, mais... Ah oui, mais en fait, il y a beaucoup de liens avec l'Italie parce que les physiciens qui l'ont aidé sont des physiciens italiens et de grande renommée. Avec des idées aussi de précurseurs, donc un peu comme Einstein au début, il n'était pas très très bien compris dès le début.
Mais manque de bol, ces physiciens nous ont quittés, l'un en 2000, et c'est pour ça que mon père était venu en 2002 faire un hommage à ce physicien, Giuliano Preparata, qui a maintenant une plaque à son nom à Grottaferrata, qui est une ville à côté de Frascati, où il travaillait, où il y a l'Institut national de physique nucléaire, l'INFN, où il travaille sur... En Italie. En Italie, c'est un peu le CEA, il travaille même sur la fusion froide, sur des choses comme ça. Et Emilio Del Giudice, qui est un napolitain, bon vivant, très très agréable, et très didactique aussi, parce qu'il a fait beaucoup de conférences pour le grand public. Et récemment, le 25 janvier, avec Luc Montagnier, ils ont fait une prestation à Rome, dans un séminaire à Rome, et donc il nous a quittés d'une crise cardiaque brutale et massive la semaine suivante. Et voilà, donc il y a un peu moins de physiciens italiens. Donc Pavarotti, mon père aimait beaucoup faire des métaphores. Il était aussi très didactique, c'est-à-dire pédagogique. Il trouvait les mots simples pour expliquer. Alors parfois, on lui disait, oh, mais c'est caricatural et c'est simpliste. Et donc Pavarotti, en fait, mon père, il a fait une découverte qui pourrait expliquer la communication entre les molécules et les cellules. Mais cette découverte n'a jamais remis en cause l'intérêt des molécules. L'intérêt des molécules et la matière. Et le fait que les molécules communiquent avec les cellules. Il a juste dit, en gros, si vous avez Pavarotti chez vous, dans votre salon, et il vous chante l'opéra, vous allez avoir un phénomène biologique qui va prendre corps, va prendre naissance. C'est par exemple la chair de poule, parce que c'est tellement beau, etc. Mais par contre, après, il faut lui donner à manger, il faut le doucher, il faut aller aux toilettes, il faut tout ça. Donc c'est très, très encombrant, un Pavarotti. Comme une molécule, il faut l'éliminer, c'est les reins qui travaillent, etc. Et il s'est rendu compte que si vous enregistrez la voix de Pavarotti... et qu'on la met sur un CD. On la met sur un CD ou on la met sur un téléphone portable ou un lecteur MP3, eh bien, vous aurez peut-être la même chair de poule, mais vous n'aurez pas la molécule elle-même. Et ce qui compte, c'est peut-être pas la présence de la molécule, mais le champ de cette molécule, les fréquences, etc., les résonances. Et il disait, c'est pas la peine d'aller inspecter au microscope le gosier de Pavarotti pour savoir pourquoi est-ce qu'on a la chair de poule. Il vaut mieux écouter ce qui en sort. Et donc, on n'a pas besoin de Pavarotti vraiment. On a besoin de l'enregistrement dans un micro de la voix de Pavarotti. Et avec l'expression donc du champ des molécules qu'il employait. C'est ça. Oui. Finalement, c'est oui, le champ des molécules. Oui, je crois que ça a été repris par quelqu'un qui a écrit un livre qui est un des co-auteurs de l'article. Il a écrit une série de chapitres qu'il a publié sur Internet qui s'appelle le champ des molécules, si je me souviens bien. Et justement, il y a eu assez rapidement en tout cas après les années 2000, de la part de Jacques, il y avait la conscience de poursuivre son travail, où il y a la conscience de créer une association pour puisque là, par rapport à l'association Jacques Benveniste pour la recherche, cette idée de créer une structure est née avant qu'il décède, avant qu'il disparaisse. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que quand on discutait, je disais qu'il éveillait aussi des consciences. Ces travaux ont eu quand même aussi l'avantage d'éveiller des consciences, de rendre curieux. Et surtout, je constatais qu'il passait beaucoup de temps à chercher des partenaires pour le financement de ses recherches, qu'à travailler dans son laboratoire, ce qui était quand même sa voie. Et un jour, je lui ai dit que non seulement il fallait réhabiliter son image, et comme je le disais, j'avais une affection particulière et surtout un respect pour son courage, sa loyauté et sa dynamique, parce qu'il poursuivait ses travaux, et aussi aider les chercheurs. Donc nous avons eu le projet de mettre en place cette association qui a pour but de décerner un award, une bourse, pour 2 années de recherche à un jeune chercheur. Et ces discussions préliminaires à la création de cette association, il vous disait quoi? Enfin, quelle vision il avait, des mots ou des expressions comme ça qui avaient pu vous frapper dans les échanges que vous pouviez avoir à ces moments-là? Il aimait la jeunesse. Il aimait le dynamisme de la jeunesse et il aimait transmettre, comme dirait justement Jérôme. C'était un pédagogue, il savait très bien s'adapter à son public. Quand j'organisais des conférences, il remplissait, il était magnétique, il savait passer ses messages
et il aimait les gens. Donc il était généreux. Ce qui fait que ça lui permettait d'avoir le bonheur de voir qu'on le poursuivait, qu'il y avait encore des gens qui le suivaient et qui le poursuivaient vraiment. C'est-à-dire que... Mais il avait dessiné des axes lui-même dans, on peut dire, un héritage scientifique, même de son vivant, en quelque sorte. Il avait pu poser des axes dans les discussions que vous aviez entre intimes, dans ce cercle proche, quoi. Nous avions de beaux rêves, il faut le dire. Des choses qui... Il rêvait d'aider un jeune et de lui transmettre et presque de transmettre son héritage pour ses laboratoires, parce qu'il y tenait beaucoup, il s'est battu, on se bat encore d'ailleurs. Et hélas, son cœur était tellement affecté qu'il nous a quittés avant. En octobre 2004. 3 octobre. Voilà. Vous avez, Jérôme, donc, vous étiez au courant, bien sûr, qu'il y avait cette opération qui arrivait. Et puis, donc, vous échangez avec votre père, vous voyez, et puis c'est très soudain, c'est vraiment inattendu ce qui se passe. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment-là, ou en tout cas, non seulement comment ça s'est passé ou comment vous l'avez vécu, mais la façon dont ça a déclenché quelque chose en termes de mécanisme, que vous avez pu appeler un héritage bien lourd, si je me souviens bien. Oui, alors d'abord, il avait cette opération à faire du cœur, une opération programmée. Mais il a repoussé parce qu'il voulait finir un certain nombre de choses avant, on ne sait jamais. Et le fait de l'avoir repoussé, ça n'a pas arrangé les choses. Et en plus, il voulait absolument mettre de l'ordre dans beaucoup de choses, finir, avant de passer sur le billard, on ne sait jamais. Et en fait, il a passé tout l'été à bosser comme un malade. Il est arrivé à l'opération totalement exténué. Et il a subi cette opération. Et l'opération s'est très très bien passée, a dit le chirurgien. Le problème, c'est que le malade en est mort. Mais il est mort plutôt d'une maladie nosocomiale, peut-être parce qu'il était faible. Peut-être parce que c'était un peu une claque. Il avait passé toute sa vie, quand il était interne des hôpitaux déjà, et par la suite chef de clinique, etc. Il se battait contre les maladies nosocomiales, et il pensait aussi que la découverte qu'il a fait sur la transmission allait être un moyen de pouvoir agir là-dessus. Contrôler les maladies nosocomiales. Et c'est ce qui a intéressé Luc Montagnier, parce que lui aussi trouvait que dans son laboratoire, quand il manipulait les virus, il y avait des transmissions ou des virus qui naissaient un peu spontanément. Un phénomène bizarre. Ouais. Et donc, en fait, il est mort de la maladie qu'il n'a pas su éradiquer de son vivant. Et voilà. Donc, les quelques fois que je l'ai vu avant, c'était donc pendant l'été et ensuite en septembre, juste avant que, fin septembre, il entre à l'hôpital. Eh bien, j'ai vu un homme qui avait... presque, disons, fait un peu de tout le nettoyage qu'il avait besoin de faire avant de prendre une pause, comme avant qu'on parte en vacances au travail, on a envie de finir les dossiers pour ne pas avoir les retrouver quand on revient. Et il était effectivement très, très, très affecté, affaibli. Et il me disait toujours, j'attends le moment où on pourra passer, c'est-à-dire on pourra démontrer à tout le monde que ce phénomène, il est indépendamment de nous, les hommes qui le regardons, il est là, et il faut aller le comprendre, il faut aller le chercher, ça peut nous aider. Et aujourd'hui, les chercheurs qui travaillent là-dessus disent que ça peut aider à soigner des maladies dont on n'a pas de remède. Mon père disait que pour les prions, qui est en fait une molécule, la même molécule qu'une autre, mais repliée différemment, donc au niveau chimique, peut-être que c'est pas évident, mais... au niveau transmission électromagnétique, des fréquences, etc., les molécules résonnent peut-être pas de la même façon, et il voulait travailler là-dessus et soigner les maladies à prions, la maladie de la vache folle. Il voulait travailler sur les maladies auto-immunes, il pensait qu'il pouvait travailler sur le cancer, etc., avec ces techniques. Et en tout cas, travailler sur la détection de présence de prions, détection de présence d'OGM dans un sac de riz OGM. S'il y a un grain de riz OGM, il pouvait le détecter, etc. Et il voyait l'avenir offrant énormément de possibilités. Et voilà, et donc après... vous deviez rentrer sur Rome.
Et Oui. du coup, vous n'êtes pas rentré, vous êtes resté à Paris. Non, mais en fait, je l'ai vu un peu la semaine d'avant, parce que je voyageais beaucoup, donc je passais à Paris souvent et je l'ai vu. Et puis, il a fait son opération, et puis voilà, on m'a téléphoné en disant ce serait mieux que tu viennes. Et j'ai pris le premier avion disponible quelques heures après le coup de fil. Et bon, après l'opération qui s'était très bien passée, mais il ne se réveillait pas, quoi. Donc on le gardait en sommeil pour mieux qu'il se débarrasse de cette infection, etc. Voilà, puis moi j'ai été donc à l'hôpital et j'ai vu le cœur là qui battait très très lentement, trop lentement à mon goût, je voulais bien qu'il s'accélère un petit peu. Et puis on est parti parce que c'était l'heure de la fin des visites. Et puis voilà, quelques heures plus tard, un coup de fil. Et là, au lieu de rentrer à Rome le lendemain comme j'avais prévu, avec mes frères, on est resté pendant 2 semaines à travailler sur l'héritage bien lourd. On n'a pas hérité d'une boulangerie ou d'une pharmacie, hein. Et donc on ne savait pas quoi faire, s'il fallait tout enterrer avec l'homme, ou s'il fallait consacrer une partie de sa propre vie à soutenir. Donc, il y a la mise en place de l'association, il y a tout ce travail de structuration des choses. Et vous, Marc, bon, vous êtes à Strasbourg, en multiplex avec nous. Comment vous voyez cet héritage scientifique, ce savoir, ces recherches, ces découvertes qui sont donc rassemblées, qui se sont accumulées au fil du temps, et il y a d'autres articles scientifiques faits par d'autres chercheurs en parallèle. Comment vous, de votre côté, dans le milieu universitaire, vous voyez ce qui se passe par rapport à l'eau et par rapport à la connaissance de l'eau et des phénomènes étranges, ou en tout cas, ou justement normaux, qui accompagnent l'eau? Et à ce moment-là, en 2004, avec le départ de Jacques Benveniste, comment ça se passe du point de vue de la communauté académique universitaire? Du point de vue universitaire, disons que tout le battage médiatique qu'il y a eu autour de la mémoire de l'eau en 2004 était complètement, amorti, c'est-à-dire il n'y avait plus vraiment de débat là-dessus. Et donc la mort de Jacques Benveniste n'a pas soulevé beaucoup ça n'a pas fait la une de la presse scientifique. Nous, quand je dis nous, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent que l'eau est un fluide anormal et dont on ne comprend pas bien les propriétés. Donc moi je dirais certains scientifiques dont je fais partie ont effectivement 2 images qui sont importantes, celle qu'a amené Giuliano Preparata de la cohérence, c'est-à-dire qu'on oublie toujours quand on fait de la chimie ou quand on fait de la physique qu'il y a un milieu qui est partout, qui est le vide, et qu'on peut aller chercher de l'énergie dans ce milieu. Et ça, Giuliano Preparata l'a très bien montré lorsqu'on prend en compte cette capacité qu'a la matière à dialoguer avec le vide. Il apparaît cette propriété qu'on appelle la cohérence. Et c'est ça, en fait, que Jacques Benveniste est tombé, mais de façon expérimentale. Et c'est bien qu'il ait pu rencontrer Giuliano Preparata et Mio del Giudice, parce que c'était la rencontre de l'expérimentateur et des gens qui pouvaient lui donner justement cette vision qu'on a aujourd'hui, que certains scientifiques ont aujourd'hui, que le fait que la matière agit pas simplement par sa présence, mais aussi par une vibration, par le fait qu'elle émet des fréquences, qu'elle peut parler sur certaines fréquences, et que ces fréquences sont en relation aussi avec le vide, amène effectivement des perspectives inouïes. Et il y a des gens qui y croient à 100%, qui foncent, des labos qui travaillent là-dedans, et puis il y en a d'autres qui, comme toujours, attendent que les choses se fassent. Donc là, je crois que 2014 sera une année assez critique, parce que, bon, je discute avec beaucoup de gens et on sent vraiment une vague qui est en train de monter en ce moment, où on commence à traiter des tas de problèmes avec des ondes électromagnétiques et on voit des réponses du vivant. C'est évidemment lié à tout ce brouillard électromagnétique dans lequel on vit, qui pose des questions, et on est en train de se rendre compte qu'on est peut-être en train de se suicider,
à force de faire monter comme ça le niveau des ondes, parce que si les molécules parlent par les ondes, comme l'a montré Jacques et comme l'a montré les physiciens italiens, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est en train de brouiller complètement cette communication cellulaire. Donc, on est là à un point critique, je dirais, en 2014 de la science, où elle commence à vraiment prendre au sérieux ce qu'a trouvé Jacques Benveniste en 88 et ce qui a été ensuite toutes les recherches qui sont faites encore aujourd'hui, où elle continue dans son attitude de nier tout ça. Et là, on va effectivement, on va avoir des tas de problèmes de santé. On va avoir ces maladies nosocomiales, on aura toutes ces maladies dites de société qui montent. Et là, on est vraiment à une époque charnière. Enfin, c'est comme ça que nous, on le voit d'un point de vue académique. Et comment, si on revient spécifiquement vraiment sur les recherches fondamentales ou donc publiées par Jacques Benveniste, est-ce que ces articles-là ou ces recherches ont influencé ou éclairé vos propres recherches? De quelle façon? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que on est censé être des scientifiques. Donc quand on est des scientifiques, on montre des choses, et à partir du moment où ces choses montrent qu'elles existent, il faut les comprendre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a montré Jacques Benveniste, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec des faits, les manips étaient bien faites, puisqu'elles ont été refaites dans d'autres laboratoires, donc on sait que les faits sont là. Donc si on est scientifique, on doit maintenant les étudier et en tirer toutes les conséquences. Après, il y a toujours cette chose qui bloque, c'est que l'eau est une substance tellement commune et tellement banale que on a du mal à imaginer qu'on puisse avoir dans une goutte d'eau l'équivalent de 40 disques CD ou de 40 gigaoctets de mémoire vive. Donc, il y a une petite barrière psychologique à franchir vis-à-vis de ce fluide qui a été dévalorisé depuis que Lavoisier a donné sa formule H2O, et que si on reste à cette formule-là, tout ça est incompréhensible. Donc là, on est en train de redécouvrir, et ça a été, je crois, l'héritage qu'on peut dire de Jacques Benveniste, que l'eau est vraiment au centre de tout ce qui va se passer dans la biologie du XXIe siècle, c'est-à-dire que nos enfants, et même nous peut-être vers la fin de notre vie, connaîtront une médecine, une biologie qui sera extrêmement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et ça, on le doit évidemment à un aspect visionnaire. Jacques Benveniste l'avait vu dès le départ. Et ça, c'est son héritage qu'il faut maintenant défendre et vraiment faire progresser en recherche. Et justement, alors, cet héritage bien lourd, comme vous l'aviez dit à l'époque, Jérôme, avec vos frères, la naissance de l'association Jacques Benveniste pour la recherche, des bourses qui viennent récompenser, ou des prix qui viennent financiers, qui viennent récompenser des jeunes chercheurs qui investiguent dans ces directions un petit peu hors des sentiers battus, en tout cas qui élargissent le cadre de connaissances, qui flirtent un peu plus avec l'inconnu. Et puis, c'est en 2008, il y a cette rencontre avec Luc Montagnier. En 2008, Luc Montagnier a eu un prix Nobel. Par contre, en 2005 déjà, c'est-à-dire 1 an après la disparition de mon père, il m'avait contacté, il était à Rome, il m'avait contacté pour parler de ce qui restait du laboratoire. Il faut savoir que le lendemain du 3 octobre, quand moi je me suis exilé pendant 15 jours de mon domicile pour voir ce qu'on faisait de cet héritage bien lourd, on avait dans l'idée de chercher quelqu'un qui pouvait le remplacer. Et on a eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui avait les épaules assez larges pour mener ce combat, parce que c'était pas juste continuer des expériences de recherche, c'était aussi mener le combat qui l'avait asphyxié, disons. Et donc on a eu quelques candidats, on est allé les solliciter, des gens qui avaient déjà un peu travaillé avec lui, mais on n'a jamais conclu, et on savait pas quoi faire du laboratoire. Et Montagnier me contacte, alors qu'en fait, je pense pas qu'on ait eu l'idée de le contacter lui, parce qu'il n'était pas vraiment impliqué, sauf que après il m'a expliqué qu'il avait déjà travaillé avec mon père,
Et juste comme ça, pour voir, etc. Mais il était très intrigué par des phénomènes qu'il y avait dans son labo. Il voulait m'en parler, il voulait savoir si on pouvait utiliser ces techniques. Et donc voilà, Montagnier a donc repris, disons, le laboratoire de mon père. Il a réembauché le personnel qui était... Les anciens, les gens qui savaient faire l'expérience. les manip, ouais. Qui savaient faire l'expérience. Et donc... il a continué cette activité, mais avec un autre outil qui était les virus, l'ADN des virus, etc. Donc, il s'est avéré assez rapidement qu'avec ces grosses molécules, il y avait plus de stabilité dans l'expérience et plus de reproductibilité. Et Montagnier a dit en 2010 à France Inter que pour lui, ça marchait à 100% et que mon père, ce qu'avait observé mon père, c'était pas entaché d'un artefact. On est un pas de plus dans la recherche appliquée, on est moins dans la recherche fondamentale et un peu plus dans la recherche appliquée. Oui, en plus Montagnier, disons que mon père, il travaillait pour la santé publique et il travaillait pas que pour le fondamental, c'était un médecin. Il continuait à faire du dispensaire le samedi matin dans les banlieues plus défavorisées pour être en contact avec le terrain, avec la population. Et il faisait de la recherche en allergie. C'est juste, je sais pas, 12 millions de personnes qui souffrent, alors que c'est pas très très considéré dans les grands programmes de recherche sur les maladies orphelines, génétiques, etc. Et donc déjà à l'ouverture de son labo quand il est rentré aux États-Unis, on l'a un peu critiqué, mais qu'est-ce que tu fais à travailler sur le rhume des foins, c'est ridicule, etc. Et lui, il pensait que travailler pour 12 millions de personnes qui souffrent, c'est plus intéressant que pour quelques-uns qui souffrent peut-être de maladies très graves, néanmoins importantes, mais il y avait déjà beaucoup de monde sur ces sujets-là. Et donc voilà, il travaillait pour la santé publique et il imaginait déjà des applications de détection d'infection, détection de contamination. Parce que le professeur Montagnier poursuit aujourd'hui. Et continue aujourd'hui pour les appliquer à des choses intéressantes. Par exemple, toutes les milliards de bactéries qu'on a dans l'intestin tous les jours et comment elles influent sur le reste du métabolisme de l'organisme. Donc voilà, on parlait donc de 2005 où Montagnier a décidé de orienter ses recherches avec les techniques de Jacques Benveniste. Et voilà, c'est parti de là et il travaille toujours dessus aujourd'hui. Et encore récemment, le 25 janvier, il était à Rome pour une conférence où il a montré des choses extraordinaires. Des choses qui valent la peine d'être... Bon, il a publié aussi, il y a des parutions. Scientifiques, oui, des articles scientifiques. Et il travaille, malheureusement, en France, il n'a pas beaucoup d'écho, puis il se plaint aussi qu'il n'a pas le droit de travailler parce qu'il a atteint l'âge de la retraite. Il trouve ça ridicule que dans beaucoup de pays, on puisse travailler si on le demande, mais en France, on n'a pas le droit. Alors, on lui a offert un beau terrain de travail avec un énorme laboratoire en Chine. Malheureusement, mon père ne voulait pas développer ces techniques à l'extérieur, en dehors de la France. Il était très attaché à la France pour plein de bonnes raisons et il voulait pouvoir continuer. Et en fait, il ne demandait pas grand-chose, mon père. Il demandait 1 milliardième de ce qui a été dépensé dans des grands programmes comme le génome humain. En fait, avec disons, une somme dérisoire par rapport à l'ensemble du budget de la recherche. Et il disait, il faut que le gouvernement fasse un peu les capital risqueurs. Il faut qu'il finance quelque chose qui peut devenir un jackpot, mais qui peut ne pas marcher. Mais consacrer 0,1% du budget de la recherche à une idée qui paraît saugrenue, c'est comme ça qu'on peut faire de l'innovation. Et il rappelle que toutes les grandes découvertes n'ont pas été ciblées par le programme de recherche. On a toujours découvert quelque chose quand on cherchait autre chose. Par mégarde. Par accident, par mégarde. Par accident, par mégarde, que ce soit le laser, le transistor, il y a plein d'exemples, même le GPS par exemple. Quand on a inventé le GPS, on ne pensait pas à tout ce qu'on allait en faire aujourd'hui. Le GPS a été inventé par un petit laboratoire très secret de l'armée américaine, très avancé aussi, et qui s'est intéressé à la mémoire de l'eau. Parce qu'ils ont séquestré mon père pendant 1 semaine dans un grand hôtel. Lorsqu'il a été convoqué, c'est bien ça. En Floride, autour d'une piscine, etc. Et pour lui faire raconter... tout. La piscine était là pour collecter les informations, de toute façon, c'est évident. La mémoire de la piscine, ouais. Et donc, mais il ne voulait pas s'expatrier non plus, voilà. Donc, ça, c'était assez clair. Et oui. Pardon, comme tu disais...
Et il faut rajouter quand même sur les valeurs de Jacques, qui avaient des valeurs morales et je dirais même universelles, c'est que justement, c'est le but aussi que nous avions dans l'association, c'est que justement, si nous donnons une bourse à un jeune chercheur, c'est justement pour des recherches humaines et pas forcément, ce sont des budgets. Alors, on espère donner de plus en plus une bourse importante, mais ce n'est pas forcément pour des recherches énormes, et c'était plutôt pour le côté humain. Des recherches utiles. Utiles et pas forcément à grande dimension, mais qui peuvent donner des résultats. Et qui peuvent concerner tout le monde aussi. Voilà. On arrive au terme de ce moment ensemble autour de la mémoire de Jacques Benveniste. Marc, en multiplex depuis Strasbourg, en mot de la fin, quel serait votre commentaire ou une idée à partager avec nous pour conclure, c'est-à-dire ce qu'on peut dire, c'est que probablement Jacques Benveniste apparaîtra dans les années qui viennent comme donc un précurseur. Son idée de la biologie numérique, si elle aboutit, et je suis sûr qu'elle aboutira, le placera comme un des grands précurseurs de ce que sera la médecine du XXIe siècle. Donc pour ça, et hélas, ce sera un hommage posthume. On n'y est pas encore, parce qu'à mon avis, il y aura encore quelques années de galère pour que tout ce qu'il a initié soit reconnu. Quand je parle de reconnaissance, je parle bien de reconnaissance académique. Et quand je dis reconnaissance académique, c'est une reconnaissance par une majorité. Actuellement, il y a une reconnaissance de son travail par une minorité. Et le travail qui reste à faire, c'est qu'une majorité devienne convaincue que cette idée de la biologie numérique, qu'on puisse soigner par des ondes et par des choses qui ne sont pas simplement des molécules, qui était sa grande idée, cette chose-là devra être mise à son crédit, et il ne pourra pas en bénéficier de son vivant, hélas. Avec le professeur Montagnier qui poursuit ce travail ou cette vision. Montagnier et puis d'autres, il n'est pas tout seul, Montagnier. Il y a énormément de gens qui suivent sa voie de travail. Alors on parle de Montagnier parce qu'il est prix Nobel et que, évidemment, s'il y en a un qui peut faire bouger les choses, c'est lui. Mais il faut savoir que derrière Montagnier, il y a quand même énormément de gens qui commencent à prendre tout ça au sérieux et qui vont effectivement faire qu'on va reconnaître tout ce travail dans les années qui viennent. Avec des parutions, des choses comme ça qui vont venir alimenter la... Il y a aussi, je voudrais le dire, beaucoup de sociétés, parce que le message en milieu académique, évidemment, il n'est toujours pas passé. Par contre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui ont compris l'intérêt de tout ça. Et il y a beaucoup de sociétés qui commencent à développer des systèmes. Vous ne le savez pas, on ne le sait pas dans le grand public parce qu'ils prennent des brevets. Mais on va vraiment assister dans les années qui viennent à une explosion de ces systèmes qui sont basés sur l'électromagnétisme. On envoie une onde et on a une réponse biologique. Ça, l'industrie, elle a commencé à comprendre ça. D'accord. Pascaline, votre mot de la fin par rapport à cette émission? Eh bien déjà, je vous remercie, Maxence, pour cette action, parce que je m'étais promise de tout faire pour non seulement réhabiliter l'image et les travaux de Jacques, mais en plus continuer à me battre pour l'association qui a été déjà très profitable, mais nous attendons encore beaucoup d'adhérents. Donc merci. Oui, puisque plus il y a d'adhérents, plus du coup il y a de budget pour pouvoir soutenir des chercheurs. Exactement, et puis c'est l'avenir, et des jeunes chercheurs courageux et très pertinents. Il y a des enfants derrière de Jacques. Très bien. Merci. Jérôme, votre mot? Oui, ça m'ennuie de conclure parce qu'en fait j'aurais bien aimé parler encore une heure de plus sans problème. Il y aura sans doute d'autres émissions. Je voudrais dire que effectivement l'association c'est notre foyer, disons, point focal pour se rassembler. Ça a permis de rassembler la famille derrière dans un moment de deuil. Ça permet aussi de trouver un point de contact pour des gens qui voulaient nous contacter. Donc on est présent sur le web, on peut nous écrire, on peut bien sûr nous envoyer des dons
qui sont exclusivement utilisés pour financer le prix Jacques Benveniste, comme on aimerait avoir le prix Nobel, donc faire le prix Nobel, nous, qui s'appellerait le prix Benveniste. Évidemment, il n'est pas encore financé à la même hauteur que le prix Nobel, mais on espère, grâce aux dons de gens qui pensent que donner de l'argent pour la recherche, ça peut se faire aussi avec discernement, dans le sens où c'est une nouvelle technique qui n'est pas encore bien exploitée et qui demande à l'être. D'autre part, c'est une nouvelle technique et on sait que si on peut communiquer par les ondes, on peut aussi penser à se protéger des ondes. Et donc, je pense qu'on arrive à un moment où il y a une prise de conscience générale. Et je pense que les gens qui ont le pouvoir de financer les recherches devraient peut-être revoir un peu leur copie, disons, se remettre un peu en cause et ne pas repousser des demandes de financement pour des recherches dans la communication par ondes électromagnétiques entre systèmes biologiques. Et comme ça a été le cas dans le passé, Bruxelles, les experts de Bruxelles ont dit il ne faut pas financer ça, c'est du pipeau, quoi. Les lois de la physique ne permettent pas ce genre de choses, alors que les lois de la physique, elles sont seulement ce que les hommes en font, donc il suffit de les développer un petit peu. Donc j'aimerais que les experts de Bruxelles puissent financer la recherche dans des labos européens et ailleurs, aussi bien de Paris et de Rome. De tous les pays. Donc je pense qu'on arrive à un moment où on peut financer pour protéger les individus du signal électromagnétique, parce que si on considère que, comme a dit Marc-Henri, il y a une réponse biologique, il y a une réponse biologique par rapport à... Il faut le contrôler. Il faut que le gouvernement soit capable de contrôler... De réguler. Les émissions électromagnétiques, etc. Et je ne parle pas de la puissance des émetteurs qui nous servent à envoyer l'information. Je parle de l'information qui est transmise, c'est-à-dire la modulation. Donc, on a tout un système de règlement sur les puissances des émetteurs, mais je pense que là, on parle de la modulation qui est transmise. Et certaines modulations sont interprétées, les autres sont simplement du bruit, parce que ça rentre en résonance avec aucun système récepteur du corps même, mais certains, par accident, peuvent déclencher des réactions. On est beaucoup plus sur la qualité du signal que sur la quantité du signal, en quelque sorte. Oui, la modulation du signal qui transporte l'information plutôt que la porteuse qui permet de faire voyager l'information. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'on arrive à un moment où on devrait avoir un programme de recherche sur ces sujets-là, mais un programme du gouvernement, pas de l'industrie pharmaceutique ou de l'industrie des télécoms, etc. Et je pense qu'il y a des grands spécialistes en Europe. Je pense que on a besoin des ondes électromagnétiques pour parler à des objets distants ou mobiles, c'est clair. Et donc il faut mieux les comprendre et voir les interactions qu'il peut y avoir. Et peut-être apprendre aussi à développer des technologies pour s'en protéger, au moins les analyser et s'en protéger. Ça, c'est une chose. L'autre chose que je voudrais dire, c'est effectivement l'association n'a jamais dépensé le moindre argent pour autre chose que le prix Nobel, c'est-à-dire le prix Jacques Benveniste, donc un prix que l'on décerne tous les 2 ans à l'occasion d'un congrès très important qui a lieu, qui rassemble beaucoup de gens qui travaillent dans ce sujet, mais malheureusement pas tout à fait en Occident, mais juste à la limite de l'Occident. En Ukraine et en Russie, les gens travaillent beaucoup là-dessus. Donc c'est Cosmos et Biosphère, et je pense que ça vaut le coup de s'intéresser à ce groupe de gens qui travaillent là-dessus. En tout cas, on surfe sur le comité scientifique de Cosmos et Biosphère avec le comité scientifique de l'association Jacques Benveniste pour décerner le prix Jacques Benveniste tous les 2 ans et peut-être bientôt tous les ans. Et donc, on espère que les gens viennent nous voir sur le site jacquesbenveniste.org. De toute manière, vous tapez Jacques Benveniste dans Google, il y a 2 Wikipédia et l'association qui sort en premier. Donc, n'hésitez pas, et avec un peu d'argent, on peut financer des recherches. Et on a donc financé des recherches qui ne sont pas forcément des recherches en biologie que mon père avait menées bon train, mais plutôt en physique ou aux frontières, aux interfaces entre la physique et la biologie. Chose que je sais, disons, chose que Emilio Del Giudice ou même Brian Josephson, avec qui je reste en contact pour publier des échanges qu'il avait eus avec mon père à l'époque où il avait invité à faire la conférence au Cavendish Lab, le laboratoire de Maxwell, prestigieux en Angleterre. À l'origine des équations de l'électromagnétisme.
Oui, oui, voilà, justement. Et donc, ça, on peut trouver ça sur le web aussi. Je voudrais dire qu'on peut trouver des informations sur le web très intéressantes sur le sujet. L'association essaie de les relayer. Je voudrais aussi rappeler qu'on a publié le livre à titre posthume, puisqu'il n'avait pas fini de l'écrire tout à fait. Le livre qui s'appelle Ma vérité sur la mémoire de l'eau. Et je pense que ça vaut le coup d'être lu. Ça se lit comme un roman. Il y a des lecteurs qui m'ont dit... Je l'ai commencé après dîner, je n'ai pas pu m'endormir jusqu'à 4-5 heures du matin, il a fallu que je le termine. Donc ça vaut le coup, ça se trouve partout, sur les sites web qui les vendent, dans les grandes librairies. C'était chez Albin Michel, je crois, de mémoire. Et donc ça a été édité chez Albin Michel, ouais. Ça a été traduit en japonais, parce que voilà, les Japonais étaient intéressés par le sujet, ils ont tout de suite demandé... Friands. Ils sont friands de... Et j'ai réussi à le faire traduire en italien. J'ai un grand regret, c'est que je passe à côté d'une traduction en langue anglaise. J'ai du mal à trouver un éditeur et je pense que je vais le faire moi-même, avec l'accord d'Albin Michel bien sûr, d'avoir le texte en anglais pour être un peu plus... Ou ça peut être édité par l'association en tout cas. Voilà, édité par moi-même, ça veut dire en tant que président de l'association Jacques Benveniste pour la recherche bien sûr. Et je voudrais rappeler aussi que dans ce livre, il y a 2 préfaces, une de Éric Fotorino, qui à l'époque était journaliste et qui est devenu directeur du Monde, rédacteur en chef, quoi. Directeur de rédaction. Directeur de rédaction. Et il était très, très visionnaire, très impressionné par la personnalité de mon père. Il l'écrit très bien dans la préface. Si vous achetez pas le livre, vous pouvez juste retourner le livre dans les librairies. Vous lisez la préface d'Éric Fotorino, c'est touchant, très touchant. Et la préface, non, comment on dit ça, la 4e de couverture, il y a un petit mot. Et aussi Brian Josephson, donc prix Nobel de physique, qui dit mais la mémoire de l'eau c'est tout à fait compatible, ça étonne aucun physicien, donc pour nous il n'y a pas de problème. Les biologistes qui comprennent pas trop comment l'eau fonctionne dans leur système peut-être sont un peu surpris, mais pour lui il n'y a aucun problème. Et je voudrais dire que dans bientôt, oui, malheureusement 10 ans déjà nous séparent de la disparition de Jacques Benveniste, donc le 3 octobre l'association va organiser un grand événement. Le 3 octobre 2014. Oui, le 3 octobre 2014, 10 ans après le 3 octobre 2004. Un grand événement à Paris, je pense, bien sûr, le berceau de ces recherches. Donc vendredi 3 octobre. Réservez la date, il y aura un événement et vous êtes bien sûr tous conviés à y participer. Un séminaire quoi, avec... Comme titre, 10 ans déjà, ou 10 ans après, faisons le point. Faisons le point. Ce serait bien qu'on fasse le point et qu'on puisse dire, est-ce que c'est intéressant, important d'aller fouiller ce domaine, ou est-ce qu'il faut l'enterrer parce que totalement inintéressant. Merci. Oui. Et je voudrais juste conclure, désolé d'être un peu long, il y a tellement de choses à dire, remercier... la revue Orbs qui a participé à cet événement aujourd'hui. Donc remercier Maxence Laillé d'avoir animé cette petite discussion qu'on pourra donc voir sur Internet. Et bien sûr remercier Rodolphe Forger aux séances e-live qu'on trouve aussi sur Internet, sur un canal de YouTube. Vraiment, j'étais touché quand vous m'avez approché pour l'idée de faire ce moment. C'est pour moi une étape très, très importante. Et ça m'a fait plaisir qu'on puisse parler de la mémoire de l'homme qui était Jacques Benveniste. Merci de tout cœur. Il faut préciser que, comme ça va sortir en mars, c'est que Jacques est né le 12 mars. Nous sommes encore dans une date d'anniversaire. C'est un beau cadeau. Merci. Merci Marc-Henri depuis Strasbourg d'avoir participé à cette émission. Merci Pascaline de France d'avoir partagé avec nous ces souvenirs humains de discussion avec Jacques Benveniste. Et merci bien sûr Jérôme Benveniste donc de l'association Jacques Benveniste pour la recherche d'avoir partagé avec nous tout cela. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez retrouver un article de Marc-Henri dans le prochain numéro de la revue Orbs, l'autre planète, en Orbs 2, sur les ondes et la musique, où Marc-Henri donc, nous explique les relations entre ces phénomènes ondulatoires, certains que l'on peut entendre et d'autres que l'on peut sentir. À bientôt. Merci à Rodolphe Forger d'avoir permis que cette émission existe.